Dans la tradition pédagogique, il est courant d'opposer deux modes d'enseignement. D'une part, l'enseignement direct par transmission des connaissances, et d'autre part, l'enseignement par découverte. Les tenants de ces deux conceptions se sont opposés, mais ont aussi jeté les bases d'une approche intégrée, habituellement désignée par l'expression design pédagogique. Le design pédagogique fournit un cadre pour la conception d'interventions pédagogiques centrées sur la recherche de l'efficacité. Ce cadre propose une démarche très générale et fait appel aux modèles d'enseignement-apprentissage jugés les plus adaptés, en fonction des résultats escomptés. Parmi les auteurs ayant le plus contribué à la consolidation du concept de design pédagogique, on trouve Jérôme Brunner, chercheur très actif dans le champ de l'éducation, que nous avons déjà évoqué à plusieurs occasions. Brunner propose une approche directement inspirée du constructivisme, tout en s'appuyant sur la pédagogie de la découverte, ainsi que sur la définition de stades de développement intellectuel. Un autre contributeur important dans le domaine est David Ausubel, dont les travaux ont porté essentiellement sur le développement de méthodes expositives s'appuyant sur l'utilisation d'éléments de structuration susceptibles d'aider à l'encodage des informations en mémoire à long terme. Comme nous venons de l'évoquer, une part importante de l'apport de Jérôme Brunner est consacrée à l'application des travaux de l'approche constructiviste en situation de classe. En réaction aux pratiques de classe qu'il jugeait trop centrées sur la communication directe des informations, Brunner propose une approche alternative basée sur la découverte active par l'élève des principes et des concepts à maîtriser. Pour l'auteur, une telle approche conduit à un double bénéfice. D'une part, elle permet une maîtrise plus profonde des contenus qui font l'objet de l'apprentissage. D'autre part, elle développe chez l'élève certaines démarches de pensée qui lui permettront par la suite d'être plus autonome dans son apprentissage, ce qu'il appelle apprendre à apprendre. Toutefois, pour être efficace, l'apprentissage par découverte doit répondre à certaines conditions. Tout d'abord, l'élève doit être préparé à ce type d'apprentissage à travers la capacité à mettre en œuvre certaines stratégies spécifiques, telles que récolter et sélectionner des informations, se poser des questions, identifier les variables pertinentes, tester des hypothèses. Ensuite, il doit être guidé en cours d'apprentissage. Ce guidage peut bien entendu être assuré par l'enseignant, mais aussi par d'autres élèves ou encore par un dispositif informatique. L'important est que s'installe un dialogue étroit grâce auquel l'élève sera épaulé dans les difficultés qu'il aura à dépasser pour résoudre le problème qui lui est posé. Brunner utilisera par la suite le terme étayage pour désigner ce soutien apporté à l'élève en cours d'apprentissage. Jérôme Brunner partage de nombreuses idées avec Jean Piaget. En effet, tout comme lui, Brunner considère que les enfants se représentent le monde de manière différente selon le stade de développement qu'ils ont atteint. Les enfants les plus jeunes voient le monde essentiellement à travers les actions qu'ils peuvent exercer sur lui. Un jeune enfant n'est pas capable de vous expliquer la route pour vous rendre à un magasin, mais il peut parfaitement vous guider jusqu'à celui-ci. C'est ce qu'il appelle le mode de représentation inactif. Chez les enfants un peu plus âgés, c'est la forme de représentation iconique, basée sur des images qui domine. En début d'adolescence, les jeunes accèdent au stade symbolique, qui leur permet de manipuler différents formalismes linguistiques, mathématiques ou logiques. Pour Brunner, ce qui importe dans l'enseignement, c'est de s'assurer que les contenus sont présentés sur le mode de représentation qui domine chez l'élève à un moment donné de son développement. Chez l'enfant jeune, on utilisera une modalité plus intuitive, basée sur des représentations concrètes, pour ne passer à un formalisme plus abstrait que lorsque l'élève sera plus avancé en âge. De ce constat, Brunner dégage une approche pédagogique qu'il appellera le curriculum en spirale, basée sur le fait que les mêmes notions peuvent être présentées à l'élève à différents moments de sa scolarité, pour autant que l'on prenne soin d'utiliser des modalités de représentation adaptées. Comme le montre le schéma qui illustre différentes stratégies de recherche dans une bibliothèque, au stade inactif, l'enfant placera directement des repères visuels sur l'étagère pour identifier le livre. Au stade iconique, il repérera l'ouvrage dans la bibliothèque en fonction d'un système basé sur des formes et des couleurs différentes. Au stade symbolique, il recherchera l'ouvrage dans le fichier informatique de la bibliothèque et il l'identifiera en fonction d'un code symbolique. David Ausubel est largement influencé par les idées cognitivistes, notamment par le fait qu'il est essentiel de prendre en compte ce que l'élève connaît déjà, ainsi que par le rôle central joué par les processus de structuration dans l'apprentissage. Par contre, contrairement à Brunner, Ausubel n'adhère pas à la conception constructiviste selon laquelle un apprentissage en profondeur ne peut être réalisé qu'en confrontant l'élève à des problèmes. Pour lui, pour autant que l'on prenne soin d'intégrer les connaissances nouvelles à celles que l'élève possède déjà, l'enseignement direct peut être tout aussi efficace que d'autres stratégies telles que l'enseignement par découverte. Plus précisément, Ausubel va s'attacher à mettre en évidence les éléments qui vont faciliter chez l'apprenant l'ancrage entre ce qu'il connaît déjà et ce qu'il aura à apprendre. Pour réaliser cet ancrage et conduire à ce qu'il appelle un apprentissage significatif, Ausubel propose de recourir à divers éléments qui vont permettre de structurer le matériel d'apprentissage. Parmi ces éléments, Ausubel insiste beaucoup sur le rôle des structurants antérieurs et postérieurs.
Il s'agit de courts textes, de schémas ou de graphiques, généralement présentés en début d'apprentissage pour les structures antérieures ou à la fin pour les structurants postérieurs, qui vont faciliter la mise en relation des éléments ainsi que le lien avec les éléments déjà maîtrisés disponibles dans la structure cognitive de l'individu. Il est important de noter que les structurants ne sont pas de simples résumés ou des synthèses présentées avant ou après l'apprentissage. Il s'agit à ce niveau de mettre en évidence les liens entre les connaissances déjà maîtrisées par les élèves et celles qui sont en cours d'assimilation. À côté des structurants antérieurs et postérieurs, Ausubel souligne également le rôle d'une autre forme de structurant, les structurants comparatifs proposés en cours d'apprentissage. Ceux-ci ont pour fonction essentielle d'amener l'apprenant à établir des liens entre différentes parties du matériel d'apprentissage proposé, en utilisant des tableaux croisés, des graphes en arbre, des cartes conceptuelles. Un autre principe important pour l'apprentissage est celui de la différenciation progressive. On présente d'abord les idées générales liées au contenu que l'on veut enseigner, et l'on établit ensuite des différences plus précises. Par exemple, on définit la classe des insectes comme des petits animaux invertébrés. Par la suite, on les caractérisera plus précisément par le fait qu'ils comportent une tête indépendante du thorax, ainsi que 6 pattes. Ensuite, on définira à l'intérieur de la classe des insectes des sous-classes. Pour Ausubel, l'efficacité d'une telle approche tient essentiellement au fait que la structure cognitive est elle-même organisée selon un principe hiérarchique basé sur la différenciation progressive. À ce propos, Ausubel parle de structuration pyramidale des connaissances. Au sommet, on trouve les connaissances les plus générales, les plus inclusives, les plus abstraites, et à la base, les idées les moins inclusives, les plus particulières, les plus concrètes. Le débat entre tenants de l'enseignement direct et partisans de l'enseignement par découverte est loin d'être clos. Ainsi, des études récentes, réalisées notamment par Paul Kirchner, analysent diverses méthodes reposant sur l'apprentissage par découverte. Ces études concluent, dans la plupart des cas, ont peu d'efficacité des méthodes par découverte. Les auteurs soulignent, à ce propos, que les approches par découverte guident trop peu les élèves et entraînent de ce fait une surcharge cognitive. D'autres études, menées notamment par Richard Meyer, conduisent à la conclusion que, pour autant que l'apprentissage par découverte soit correctement guidé par le maître, les pairs ou les technologies, l'apprentissage par découverte peut s'avérer plus efficace que l'enseignement direct. Comme nous l'avons souligné d'emblée, ce type de controverse est fréquent en pédagogie. Certes, elle met en évidence que nos connaissances sur l'enseignement et l'apprentissage sont encore loin de constituer un corpus permettant de fonder rationnellement toute action pédagogique. Mais elle constitue aussi un facteur de dynamisme pour les recherches autour de l'éducation.